Donc c'est ça, pour les 20 prochaines minutes, je vais vous parler de comment créer une infrastructure pour vos tests automatisés. Mais avant ça, qui suis-je? Donc, comme m'a si bien présenté ma collègue, je m'appelle Julien Maître-Henri. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Qmogene, où on fait du DevOps, de l'architecture dans le cloud, applicatif et tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi on voudrait faire sa propre infrastructure de test, quels sont les outils qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'une infrastructure just-in-time, un concept qu'on a emprunté finalement de l'entreprise de la conception de voitures, et enfin, préparer Jenkins puis configurer notre projet. Donc la grande question, c'est pourquoi avoir sa propre infrastructure de test? De nos jours, il existe une multitude de services cloud. Donc on peut penser à du Travis, du CircleCI et compagnie. Puis là, aujourd'hui, on va s'embêter à la faire nous-mêmes, à la main. Mais des fois, on n'a pas le choix, malheureusement. Donc des fois, on a des critères légaux qui nous disent non, nous, on veut tout à l'interne, on veut tout gérer nous-mêmes. Ou des fois, on dit juste, nos données, on veut qu'elles restent au Canada parce que c'est sensible. Et malheureusement, les fournisseurs de cloud ne nous le donnent pas forcément. D'autres fois, c'est des questions de prix. On se dit, pour la taille d'entreprise qu'on est, pour le nombre de jobs qu'on doit rouler, ça n'a pas de sens dans le cloud parce que c'est vraiment trop cher. Ou simplement, des fois, c'est que ça ne répond pas aux besoins. Pour faire ça, heureusement, on a des outils pour le faire. Des outils un peu vieux comme le monde quand on parle de Jenkins. Donc, c'est vraiment une référence dans le monde des CI. C'est open source. Il est vraiment stable après toutes ces années-là. Il s'intègre très bien avec GitHub, VSTS et d'autres outils de Git. Depuis quelques années, il s'est beaucoup amélioré. Avant, on avait l'habitude d'un Jenkins où c'était une interface qui n'était pas très belle, qu'il fallait cliquer un peu partout, qui s'automatisait mal. Mais c'est plus vrai maintenant. On est capable de le configurer entièrement avec des scripts. Donc, pour ceux qui aiment bien Java, c'est du Groovy. Puis on est aussi capable maintenant de configurer nos projets comme d'autres, comme GitLab CI, comme tous les autres outils avec des YAML. Dans le cas de Jenkins, c'est des pipelines qui utilisent une structure qui ressemble à du Groovy. L'autre outil qu'on va utiliser, c'est Docker. Il y en a certains qui me connaissent ici, ça fait des années que je parle beaucoup de Docker. Évidemment, aujourd'hui, je ne pouvais pas m'en empêcher de dire si on doit faire notre CI, il faut vraiment qu'on utilise Docker. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des environnements qui sont les mêmes, à l'identique, que ce soit sur nos ordis de dev, donc en même temps en CI ou sur nos serveurs de prod. Ça permet d'éviter la phrase « je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans le CI, ça marchait sur mon poste » ou ça pète dans le CI, je suis incapable de le reproduire, je ne comprends pas. L'autre point important quand on doit faire notre infrastructure de test, c'est de se dire, nous on est une entreprise, on a une application Node.js, mais seulement la version 8. On a des applications en Go, mais pour celle-ci, il me faut le vieux Go, parce qu'elle n'est pas compatible au-dessus. Mais on a aussi du Ruby, du PHP. Qu'est-ce qu'on fait pour nos agents de build? Est-ce qu'on fait plusieurs machines? Est-ce qu'on doit gérer toutes ces maintenances, toutes ces versions, toutes ces dépendances? Avec Docker, on va se dire, c'est à l'application de gérer ça. Elle va être safe package. Mon CI, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, mon worker? De rouler des containers. L'autre plateforme, j'aurais pu parler de beaucoup de plateformes cloud aujourd'hui pour faire rouler mes applications. J'ai choisi Google Cloud pour plusieurs raisons. La première, avant, j'utilisais beaucoup Amazon, puis sur Amazon, on a eu beaucoup de problèmes à un moment, parce que de temps en temps, créer des ressources, c'est lent. On pouvait attendre du 5, 10, 15, 20 minutes avant d'avoir une instance. Quand on dit que nos builds, on aimerait bien les avoir en 10 minutes maximum, ce n'était pas réalisable. Deuxième point, on m'a fait remarquer hier que c'était plus vrai. Avant, c'était les seuls qui facturaient à la minute. Amazon, c'était à l'heure comme Azure. Depuis le début du mois, Amazon facture à la seconde. Bon. Merci Amazon. Le troisième point que j'aime énormément, c'est de se dire, on est capable de faire des VM de la taille qu'on veut. Je peux choisir le nombre de CPU que je veux dessus, le nombre de RAM que je veux, et arrêter de payer pour des machines qui sont trop grosses pour les ressources que j'ai besoin. Je pense à une application, par exemple, en JavaScript. J'ai souvent besoin de CPU, mais pas besoin de RAM. Pourquoi je dois payer pour la RAM? En Go, même chose. Je dois compiler, j'ai besoin juste de CPU, pas de RAM. Mais la RAM, elle me coûte cher quand j'ai des CPU. Avec Google, je choisis. Je dis, ma machine, je veux 4 vCPU, je veux juste 1 GB de RAM. Je ne paye pas pour le reste. Et enfin, en tant que développeur, on va automatiser tout ça et le SDK de Google Cloud est vraiment facile à utiliser. Maintenant, notre infrastructure, on peut la faire à l'ancienne, en se disant, on va essayer de planifier ça. Donc, on est une équipe de combien de développeurs?
OK, il y a combien d'équipes dans l'entreprise? Ah, et puis au combien de temps on doit builder les jobs, puis combien en parallèle? Ouf, ça commence à être compliqué. Ben, ça fait partie un peu de la frustration du développeur dans ces systèmes-là. La première, c'est j'ai commité, j'ai poussé, et maintenant, il faut que j'attende que ça roule dans le CI un jour peut-être parce que les autres l'utilisent. Ou, je ne comprends pas, sur mon test, les tests, là, ça prend 3 secondes, je les ai, mais dès que je les lance sur le CI, là, ça prend 10 minutes. Mais pourtant, c'est les mêmes machines, je ne comprends pas. Ou, ben, le CI, si je veux avoir des ressources de plus, parce que mon projet il est un petit peu grossi, on me dit qu'il faut que je fasse un ticket, que ça soit planifié, priorisé, puis peut-être que d'ici 3 mois, je vais avoir mon 2 GB de RAM que je demande en plus. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Ben, en tant que développeur, on perd un petit peu confiance en notre magnifique outil. Donc là, notre CI, on dit, il n'est pas stable, il faut toujours que j'attende après lui. C'est vraiment plate. Et quand on commence à dire ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais commencer à coder sans le CI. Au lieu de finalement que mon système soit un allié, ça devient un ennemi. J'arrête de faire des tests, j'arrête de les maintenir, puis la qualité baisse. Avec le just-in-time, à la base, c'est un concept de Toyota qui était fait pour réduire le gaspillage. Ben, c'est exactement le même principe qu'on a aujourd'hui. On regarde tout ça. Si je dois planifier mon infrastructure, je vais la surplanifier. Je vais avoir trop de ressources. Mais est-ce que mes développeurs travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Généralement, on peut se dire que le CI doit être au top de sa capacité, 5 heures par jour, 5 jours semaine. Ben ça fait 140 heures de gaspillage. Ça commence à faire beaucoup. Puis là, on se dit, 140 heures de gaspillage, c'est pas beaucoup, après tout, au prix des VM que ça nous coûte aujourd'hui. Un 25 pièces à la fin du mois, on s'embête un petit peu. Ouais, ça c'est bien quand on a une équipe de 3, 4, 5 développeurs qui travaillent que sur un seul projet. Maintenant, imaginez une entreprise où vous êtes 30 développeurs. Vous avez 10 projets différents. Vous surprovisionnez à chaque fois pour pouvoir avoir 2, 3, 4 builds en même temps. Mais là, notre 143 heures, il commence vite à se multiplier. Un calcul grosso modo de même, on va dire qu'il me faut 4 builds en parallèle en tout temps. Ben, à un coût moyen de VM à 22 sous de l'heure, hein, on s'entend, c'est rien. À la fin de l'année, juste ça, pour une petite équipe comme ça, c'est 6 500 $ de dépensés pour rien. Oups. L'autre point important, c'est dans le just-in-time, comme je disais, notre infrastructure, il faut qu'elle s'adapte aux développeurs. Donc avant ça, c'était le développeur qui s'adaptait à l'infra. Maintenant, on lui dit aux développeurs, dans ton projet, tu définis ton pipeline de développement? Tu définis ton pipeline de test? Définis l'infra avec laquelle tu veux que ça teste. Après tout, c'est toi qui l'utilises. Et enfin, ça permet aussi de personnaliser les ressources qu'on a besoin. As-tu besoin de Docker? Oui, tu l'as. Maintenant, tu as besoin de PHP? Écris-le dans le projet. Moi, je maintiens la phrase, je n'ai pas besoin de le savoir. C'est à toi de le faire. Tu as besoin de Ruby? Cool. Oh, ton projet, il a grossi, tu as besoin de 2 GB de RAM de plus? Fine. Modifie le fichier dans le projet, commit-le, push, puis c'est fait. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à que je ne quitte pas le plein écran. Donc rapidement, un pipeline dans Jenkins, ça ressemble à quoi? Donc comme je disais, c'était du code. C'est vraiment petit. Donc on est souvent habitué à du beau YAML. C'est facile et tout ça. Dans Jenkins, c'est aussi simple que ça. Ici, je définis mon pipeline. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un master qui me clone, qui roule mes tests, puis c'est à peu près tout. Mais là, on voit tout de suite le problème. Tout roule dans le master. Quand on regarde Jenkins, tout dans le master, notre master, il a beaucoup de responsabilités déjà. C'est une seule node qui va gérer les builds, qui va gérer les hooks, qui va gérer beaucoup de jobs. Lui, on ne veut pas le surcharger. Pour ça, on va un petit peu updater ce fichier. Hop. Puis on va rajouter Google. Donc maintenant, mon master, il est responsable de quoi? Il est responsable d'un truc très plate, de faire un git commit, d'un git clone, juste pour récupérer le commit courant. Bon, si quelqu'un est capable de me dire comment avoir mon commit sans faire ça, je suis preneur. C'était la seule limitation. Puis tout le reste, on lui dit quoi? On lui dit, utilise Google Cloud, authentifie-toi, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout là. Crée-moi un déploiement,
combien de VM je veux, puis à partir de là, ça va le partir. Qu'est-ce que mon Jenkins master a besoin? Encore une fois, juste de Docker. Est-ce que j'ai besoin d'installer mon Google Cloud SDK? Non, ça roule dans Docker. Une fois que j'ai mon infra, qu'est-ce qui se passe? Ben, cette fois-ci, je lui dis de rouler dans la node. Donc ça, c'est un moyen de dire à Jenkins où je veux qu'il roule la job. Ben là, je lui dis, roule-le-moi sur cet environnement. L'env-name, il est entièrement construit au début. Donc c'est une petite formule magique pour que ça soit unique à chacun des builds. Mais grosso modo, ça prend la job courante avec son numéro. Puis à la fin, on lui dit de désallouer. C'est sûr que ça rajoute quelques lignes. On était capable de faire tout ça en une vingtaine de lignes, ça nous en prend 60. Mais ça reste que c'est pas sorcier non plus à écrire ce genre de fichier. Tout ce qu'on a fait, c'est provisionner à la volée un déploiement et ensuite de rouler quelque chose dans notre déploiement. Quand je dis que tout roule dans du Docker, c'est l'image que je build sur ce fichier-ci. Qu'est-ce que je fais finalement? C'est un projet Vue.js, donc un fichier en JavaScript bien simple. Je dis, pars de Node.js, copie le code dedans, installe-moi les dépendances, puis ensuite le CI il va rouler les commandes que j'ai besoin dedans. C'est une version un petit peu simplifiée de la réalité, dans le sens que tout ce que je fais, c'est rouler les tests unitaires, de créer mon dist à la fin, puis j'en fais rien. Un projet un peu plus complexe, qu'est-ce qu'on aurait dans les lignes d'après? Si tous les tests sont passés, je fais un deuxième Docker image que je pousse dans un registry, puis c'est l'image que je peux déployer. Donc ça m'assure que l'image que je viens de builder, que je viens de tester, c'est celle que je déploie. C'est le même code source. Puis ça, je suis capable de le reproduire autant sur mon poste, sur le CI, en pré-prod ou en prod. Hop. Jenkins. Hop. Non. J'avais perdu ma télé à l'avant. On va créer un déploiement pour déployer un Jenkins. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il existe beaucoup de templates dans la plupart des cloud providers aujourd'hui. Et on n'a plus besoin de se casser la tête. Donc, je cherche Jenkins. Déjà, j'en vois qu'il y en a plusieurs, mais je vais prendre l'image officielle. Okay. Donc, si je veux, je pourrais la personnaliser. Puis, on va dire que je l'ai fait. Puis, ça va créer un déploiement. Donc, dans le déploiement, qu'est-ce qu'on remarque? Ça nous crée avec une URL, un username, un mot de passe. Okay. Puis ça nous amène ici. Je me connecte dans mon Jenkins. Je l'ai préconfiguré. À la base, c'est la même interface, mais il n'y a juste rien. Sauf que je ne faisais pas confiance au network et j'ai préféré le préparer à l'avance. Donc une fois mon Jenkins est up and running, je peux le décider de rajouter mon organisation GitHub. Je vais juste dans le configurer. Je suis désolé, je perds mon écran, donc je suis un peu à l'aveuglette. GitHub, je rajoute un serveur qui est l'officiel. Tout ce que j'ai à faire, c'est à mettre mon username mot de passe. Puis quand on dit mot de passe, pour ceux qui ont le two-factor sur GitHub, on a juste à créer un token OAuth, donc un personal token, puis ça se fait office de mot de passe. À partir de ce moment-là, je peux tester ma connexion et mon Internet fonctionne. J'ai mon organisation. Donc, qu'est-ce que c'est que rajouter une organisation dans Jenkins? Donc, mon organisation s'appelle Kumogen. Et il a scanné tous les repositories que j'avais dans mon organisation. Il a regardé tous ceux qui avaient un Jenkins file. Tous les autres, il ne sait pas les builder. Il les ignore. Donc, il voit que j'ai un magnifique projet qui s'appelle AgileTour. Pas de problème. Et dans mon projet AgileTour, il voit qu'il y a deux branches. Donc, il y a la branche master que j'ai présentée tantôt, où le projet est vraiment minimal. Donc, si on va dedans, il a magnifiquement buildé. Git clone, run test. Fine, ça marche. Je peux aller voir les logs, puis c'est là où on voit que c'est un petit peu moins beau.
Et je vous rassure, même en zoomant, c'est difficile à lire. La partie qui m'intéresse est là, ici. Donc tout ce qu'on voit, c'est qu'il a roulé les unit tests. Ils sont tous passés. Hurrah. Et ensuite, il m'a fait mon dist final, donc ce qui est prêt à déployer finalement sur mon serveur. Mais là, il a roulé tout ça sur ma node master. C'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe quand je décide de le runner? Je me suis un petit peu battu avec pour le faire. Puis surtout pour pouvoir l'arrêter, pour vous le montrer par step à quoi ça ressemble, parce que mon projet est un peu trop simple. Donc on retrouve notre git clone, notre run test de tantôt, puis les deux étapes, allocation d'une nouvelle instance, puis désallocation d'instance. Comme on peut voir, l'allocation d'instance, quand je disais que c'était rapide, ça a pris 34 secondes. En 34 secondes, j'ai créé un déploiement qui m'a créé une VM qui s'est connectée à mon Jenkins de manière automatisée, et il a commencé à rouler de quoi dessus. Par contre, dans mon cas, j'ai un petit peu triché. Mon agent, il est ici. Il dit que c'est en queue parce qu'il ne trouve pas l'agent, parce que je l'ai éteinte. Et je vais essayer de la repartir, si j'ai mon écran. Hop, hop, hop. Et c'est là où on va voir si l'Internet fonctionne. Donc tout ce que j'ai fait, quand l'agent s'est connecté, j'ai réussi à me connecter assez rapidement, puis j'ai tué l'agent. Donc comme ça, il s'est déconnecté de Jenkins. Mais la VM est là, et on va, pendant que ça se reconnecte, on va regarder ça ressemble à quoi dans Google. Ok. Ah. J'ai réussi à me reconnecter. Ok. D'accord. Bon, on va regarder ce que ça ressemble. Donc il y a 3 types d'objets qui nous intéressent. Premier truc qu'on a fait, c'est créer un déploiement. Un déploiement, ça ressemble à quoi? J'étais dedans. Donc pour chacun des builds, il va me créer un objet comme ça. Puis qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit une instance template, donc finalement c'est la définition de la VM que je veux. Et enfin on voit un groupe, donc combien de VM je voudrais dedans. Puis là c'est du beau YAML. Ces fichiers-là, ils se retrouvent dans le projet. Hop. Donc, dans mon cas, un fichier Google, ça ressemble à ça. Et j'ai plus de souris. Voilà. Donc, qu'est-ce que je définis? Je définis une template. Oups. Ma template, quand je disais qu'elle était custom, sans souris, c'est difficile à savoir où je pointe. Hop, je vais zoomer. Donc, au niveau du machine type, chez Google, vous avez des instances qui sont prédéfinies, où vous pouvez décider d'en faire des customs. Le premier chiffre correspond au nombre de vCPU que vous avez besoin. Le deuxième, le nombre de RAM que vous avez besoin. C'est aussi simple que ça. Dans le cas ici, j'ai voulu une VM avec juste un vCPU et puis 1 GB de RAM. Je voudrais plus? Fine. Allez, 10 GB de RAM. Je fais ça, je commit, je push, mon prochain build, il va utiliser cette template-là. À partir du moment où vous définissez vos VM, votre build, vos agents de CI directement dans votre projet, vous pouvez les modifier aussi simplement que ça et vous adaptez votre projet à votre besoin réel. Après, je suis conscient que dans certaines entreprises, quand vous augmentez des ressources comme ça, va peut-être avoir besoin d'une petite approbation au niveau du budget. Mais au moins, la barrière technique n'est plus là. Deuxième variable qui était intéressante, comme je disais, c'est le nombre d'instances que vous voulez. Et ici, je sais pas où je clique. OK. Ce paramètre que je passe, le target size, c'est celui qu'on retrouve ici. Alors, en aussi petit.
Je vais peut-être dézoomer un petit peu pour moi, je m'excuse. Bon. Donc là, qu'est-ce que c'est que ce petit objet qui ne prend pas beaucoup de lignes? C'est mon fameux Instance Group Manager. Donc c'est mon ensemble de VM qui va utiliser une template puis qui va m'en créer un certain nombre que je désire. Donc c'est par exemple, dans ceux qui sont habitués avec Amazon, c'est un autoscaling group finalement, qui ne scale pas automatiquement parce qu'il est fixe. Donc tout ce que je lui dis, c'est combien de VM dedans je veux. Donc certains projets, on en veut juste une, parce qu'on se dit pourquoi j'ai besoin de plus d'instances. Pour d'autres projets, un exemple que j'ai eu chez une autre entreprise où je travaillais, c'était une application Ruby où les tests, bout en bout, il y en avait plus de 20 000, mais ça prenait 6 heures à rouler. 6 heures, là, c'est vraiment long. Quelle est la prochaine étape qu'on fait? On essaye de paralléliser ça au maximum. Puis dès qu'on veut du parallélisme, généralement, c'est ce qui coûte très cher dans les solutions cloud. Mais avec une solution comme ça, vous pouvez scaler comme vous voulez le nombre de VM. Bon, c'est sûr qu'après, c'est à vous de coder le fait que vos tests sont parallélisés, mais au moins, vous avez les ressources disponibles pour ça. Ah. Puis je pense que c'est déjà la période des questions. Ah, OK. Donc, rapidement, je vais quand même passer à la conclusion. Avec 2-3 fichiers comme ça, vous avez la liberté dans Jenkins de définir votre infrastructure de test qui répond à vos besoins. Au niveau de l'OS que j'ai utilisé pour mes workers, c'est un OS qui est vraiment minimaliste, c'est pour ça qu'il boot aussi vite aussi. C'est CoreOS, maintenant racheté par Red Hat. Donc c'est un OS qui n'est fait que pour rouler des containers, qui a déjà Docker d'installer dedans, et tout ce que je lui mets comme service au démarrage, c'est, on le voit ici, c'est un Jenkins Startup Service, qui est défini juste au-dessus. Tout ce qu'il fait finalement, c'est de rouler un container qui s'appelle Docker Jenkins JNLP, qui est l'agent pour pouvoir se connecter sur Jenkins, déterminer ma VM comme étant un worker disponible à travailler. Donc avec 2-3 outils, tous ces outils-là sont open source. Vous avez votre infrastructure, puis ça devient vraiment scalable. Si vous voulez reproduire ça dans vos data centers, parce que vous ne pouvez pas utiliser le cloud, mais finalement, ça va être les mêmes conteneurs qu'on va rouler. C'est juste qu'on ne va pas utiliser le Google Cloud SDK, puis ça ne va pas scaler aussi facilement. Mais créer des workers, ça peut être aussi simple que ça. Donc imaginez que vous ayez un principe d'autoscaling group. C'est pareil, ça autoscale, ça part mon conteneur, il se branche à Jenkins, et voilà, j'ai un agent ready. Donc merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, c'est le moment. Olivier ? Oui. Okay. Donc la question c'est, ici j'utilise des VM, j'utilise Docker, est-ce que je peux rouler des jobs Kubernetes? Oui. Au lieu de me brancher finalement sur le SDK de Google Cloud pour spawner des VM, je pourrais me brancher sur un Kubernetes puis spawner des déploiements et des pods. Finalement, c'est juste la même mécanique, donc je vais avoir une job pour pouvoir créer mon infrastructure puis une job pour la détruire à la fin. Puis ça peut utiliser un cloud provider, ça peut utiliser une API publique. Puis si vous utilisez le SDK de Google, vous pouvez aussi utiliser le service manage de Kubernetes pour le faire. Pourquoi j'ai fait le choix des machines virtuelles versus utiliser Kubernetes? C'est vraiment pour la flexibilité que j'avais de définir les ressources que j'avais besoin. Parce que gérer un cluster Kubernetes, finalement, il faut gérer les machines en dessous. Puis gérer l'autoscaling et tout ça. En gérant les VM, j'ai des VM qui sont réellement isolés. Puis le problème que je voulais résoudre, c'est à la fin, je ne veux pas m'occuper de cleaner mes ressources parce que je suis cochon. Mais en wipant complètement ma VM, j'ai cleané mes ressources. D'autres questions? Oui? Je voulais répondre à la question de monsieur qui est là parce qu'on a un use case très similaire, là. On utilise le plugin Kubernetes qui est fait par la communauté, là, qui est open source pour Jenkins. Puis on a notre propre librairie Groovy, là, une librairie Shared Pipeline. Puis ça permet, avec les closures, on peut permettre aux gens de faire un repo avec leur code, puis le rouler à l'intérieur de notre pipeline. Et on rajoute de créer les pods avec les bonnes ressources qui nous ont passé en paramètres, les passer au plugin, puis après ça, faire le clean-up automatiquement, là. Je pourrais vous montrer si ça vous intéresse, là. Une autre question?
Ben, merci beaucoup.